Les baladeurs, récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent. Accepter de regarder en face le chaos, c'est se donner une chance de côtoyer le merveilleux. Car de l'obscurité naît la lumière et du désordre la liberté. Les tornades ont trouvé, entre les grandes étendues de l'Oklahoma, du Texas et du Missouri, les conditions idéales pour dévoiler toute leur puissance. Lorsqu'elles se forment dans cette zone, que l'on appelle la Tornado Alley, il y a ceux qui fuient et il y a ceux qui restent. Chasser les tornades, ce n'est pas seulement vouloir être témoin, c'est une prise de risque, une envie irrépressible de maîtriser les éléments, de s'approcher au plus près, de contrôler ce qui nous échappe. En 2011, Tony le Bastard s'envole pour la première fois aux États-Unis avec 2 compagnons de voyage. Ils n'ont alors qu'une obsession, poursuivre ces monstres météorologiques en quête d'images à garder en tête et dans les cartes mémoire de leurs appareils photo. Pendant des journées entières, ils sillonnent les routes à travers les grandes plaines jusqu'au matin du 24 mai 2011. Aux premières lueurs, le ciel n'est pas encore menaçant. Tout est calme et pourtant, les prévisions s'affolent. Rarement le niveau d'alerte n'avait été aussi élevé. Les tornades se préparent et s'annoncent dévastatrices. Les orages me faisaient peur au début, sûrement comme beaucoup d'enfants aussi. Alors ce qui me faisait peur, c'était pas tant les éclairs, mais plus le tonnerre. Je pense que ce bruit un peu fracassant, je pense que ça fait peur aux enfants. Et puis petit à petit, quand même, la curiosité a pris un peu le dessus, quoi. Donc j'essayais un peu d'apprivoiser finalement mes émotions, et puis commencer à regarder un peu plus l'orage, et puis à me poser beaucoup de questions aussi, quoi, et essayer de les élucider à ma manière. Je me souviens être le soir après le repas. Donc, comme tous les enfants, coucher tôt. Sauf que moi, je me levais discrètement pour regarder le bulletin météo depuis le haut de l'escalier de la maison familiale. Alors, je pensais que mes parents ne le savaient pas, mais évidemment, l'escalier grinçait. Donc, voilà, tout le monde savait très bien que j'étais caché en haut de l'escalier pour regarder le bulletin météo, quoi. Et puis, ouais, mes parents m'ont fortement encouragé dans cette voie-là, avec mon père qui m'a aidé à installer ma station météo à la maison, faire mes propres relevés, qui ensuite m'a mis dans les mains mon premier appareil photo. Et puis, ils m'ont toujours encouragé dans cette voie-là. Donc, au final, voilà, moi, j'ai poursuivi après mon chemin et j'ai souhaité en faire de ma passion mon métier. Et au bout du compte, j'y suis arrivé. Ouais. Dans la météo et notamment dans les passionnés d'orage, il y a une communauté qui est notamment qui s'est beaucoup développée avec Internet. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir Internet très tôt à la maison, donc j'ai suivi un peu le développement de cette communauté. Enfin, je me rappelle, j'ai eu Internet, j'avais peut-être justement 15 ou 16 ans, donc ça m'a permis vraiment, on était quelques dizaines à peine sur Internet, à être passionnés de météo, à échanger. Et puis, j'ai fait des rencontres comme ça, voilà, j'ai fait quelques rencontres, en vrai aussi, hein, d'abord sur Internet, mais aussi après en vrai. Donc ça a été l'occasion de faire, de nourrir un peu cette passion, de créer des amitiés aussi avec d'autres personnes qui avaient la même passion que moi. Puis bon, il y a toujours un peu cette idée en tête quand même, on se dit: «Bon, les orages, en France, c'est génial et tout», mais on a tous en tête un peu, ces orages américains dont on a déjà entendu parler. Alors on pense évidemment au film, Twister. Et on se dit: ouais, mais finalement, pourquoi pas moi un jour? Et donc j'avais un de mes copains, Vincent, avec qui j'avais noué d'amitié. Et puis, lui, il était déjà parti 2 fois avec 2 autres personnes expérimentées dans la Tornado Alley. C'était donc en 2010. Je lui ai dit: «Bon, ça te dirait pas de repartir aux États-Unis?» Il m'a dit: «Banco, hein, on trouve un 3e coéquipier, puis on y va, quoi». Et c'est là que on a pensé à Christophe, et Christophe s'est joint à l'équipe. Et donc on a commencé à construire notre voyage pour partir dans la Tornado Alley. C'est une région des États-Unis, donc située dans le centre des États-Unis, entre les Rocheuses et les Appalaches. C'est une zone des États-Unis qui est très plate et qui est un peu au carrefour entre différentes influences atmosphériques.
notamment l'air humide et chaud du golfe du Mexique, hein, qui peut remonter sur les plaines, l'air froid qui peut descendre du Canada par les Rocheuses, et puis de l'air sec qu'il y a sur les hauts plateaux, là, plus à l'est, vers les déserts du Nouveau-Mexique, par exemple. Donc c'est au carrefour de ces différentes masses d'air que se situe finalement la Tornado Alley, et c'est là qu'on a tous les ingrédients nécessaires à la formation des tornades les plus violentes de la planète. Quand on part à la chasse aux tornades, évidemment, le point de chute, on le connaît pas vraiment à l'avance. Enfin, disons qu'on s'est fixé une cible, là où on devait démarrer la chasse, mais après, on sait pas où est-ce qu'on va finir. Donc là, on atterrit dans l'est du Colorado, et évidemment, déjà pour Christophe et moi, c'est tout nouveau, quoi. C'est la première fois qu'on met les pieds aux États-Unis, donc déjà, ne serait-ce que par découvrir un nouveau pays et tout ça, il y a déjà, on en prend plein les yeux évidemment, et puis même déjà côté ciel aussi, on en prend plein les yeux. Les orages du Colorado ont la réputation un petit peu d'être particulièrement colorés, alors c'est un peu l'ambiance un peu désertique de l'est du Colorado qui fait ça, il y a vraiment cette caractéristique propre aux orages du Colorado qu'on retrouve déjà dès notre première chasse, alors qu'on vient d'arriver aux États-Unis. Les paysages des grandes plaines américaines, hein, donc de la Tornado Alley, donc c'est très plat. Si on prend toutes les régions, notamment du Kansas, de l'Oklahoma ou du nord du Texas, c'est vraiment des régions qui sont très faciles pour se déplacer. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, beaucoup de champs et de céréales, de choses comme ça, des champs immenses, des grandes fermes aussi, hein, qu'il peut y avoir. On voit toutes ces fermes texanes, par exemple, où il y a beaucoup de bétail, voilà. Et puis donc c'est aussi des plaines qui présentent l'avantage pour le chasseur de tornades d'avoir un réseau routier très particulier, c'est quadrillé, quoi, vraiment de manière très régulière, et du coup c'est très très facile pour l'observation, d'une part parce que l'horizon est dégagé, et en plus parce que le réseau routier est très favorable. Ça fait déjà une semaine qu'on est aux États-Unis, et ça faisait déjà plusieurs jours aussi qu'on a repéré un petit peu cette journée du 24 mai 2011. Cette journée qui promet d'être vraiment particulière, avec des ingrédients, tous les ingrédients réunis finalement pour avoir un épisode de tornade, ce qui s'appelle le Tornado Outbreak, sur les grandes plaines. Quelque chose de vraiment très violent qui se profile. Et cette journée, comme souvent, elle commence un peu la veille aussi. Alors évidemment, les jours d'avant, on avait déjà vu ce qui se profilait. Et la veille, les modèles météo, donc ce qui nous permet de faire la prévision météo, confirment ce qui se présente, que cette journée va être vraiment hors norme. Very large hail, damaging winds, and possibly tornadoes. At this time, it appears that central and eastern Oklahoma will be under the greatest risk of severe weather this evening and this afternoon east of an advancing dry line. Alors on se réveille le matin dans un hôtel comme on en voit beaucoup aux États-Unis, un motel. Alors on dormait tous dans la même chambre, hein, et on n'avait pas forcément bien dormi. Enfin moi en tout cas, je me souviens que j'avais pas forcément bien dormi. Alors notamment parce qu'il faisait chaud. Mais il y avait aussi un peu d'anxiété, hein, par rapport à cette journée, d'anxiété, d'excitation aussi en même temps. Et donc on se lève, après avoir plus ou moins bien dormi, et on consulte les modèles. Et là, rapidement, on comprend que oui, la journée va être vraiment particulière. Et le service de prévision des orages violents, donc, qui est aux États-Unis, hein, donc, qui fait partie du service national de la météo, a émis le risque maximal pour cette journée-là, notamment sur l'Oklahoma. Ils l'émettent au mieux 1 à 2 fois par an, et même certaines années, on n'atteint pas ce niveau de risque-là. Ils vont émettre donc ce qu'on appelle un tornado warning. Et lorsqu'il y a un tornado warning, alors c'est assez fou en fait, parce que ça ajoute un peu à l'ambiance un peu qu'il peut y avoir, cette ambiance un peu anxiogène presque, hein, finalement, sous ces orages-là.
C'est que, lorsqu'il y a un tornado warning, alors déjà, on peut recevoir aujourd'hui, un SMS sur le téléphone, lorsqu'on est dans la zone du tornado warning ou, ça peut être sur les télévisions, qui vont passer des messages, voire interrompre leur programme pour dire: «Attention, mettez-vous à l'abri, une tornade, voilà, est en train de sévir, à tel endroit». Et puis aussi et surtout qui ajoute vraiment à l'ambiance, cette ambiance pesante, c'est les sirènes. Les sirènes qui se mettent à hurler dans les villes et qui incitent les gens à rejoindre les abris anti-tornades. Et on l'a vécu ça plusieurs fois, aux États-Unis. C'est vraiment, très particulier, cette sirène un peu stridente là et ce ciel, noir qui est évidemment qui est au-dessus de nos têtes et le ciel qui est prêt à se déchaîner. On se dit, «Waouh, ça y est quoi, c'est la fin du monde quoi». C'est vraiment cette ambiance de fin du monde. Alors les abris anti-tornades, ça peut être, un abri, qu'un particulier a faire construire chez lui, hein, une cave par exemple, souvent ça se résume à une petite cave, finalement, peut-être au milieu du jardin, un petit abri, dans le sol, hein, et donc pour se protéger. Et puis après il y a des abris, plus ou moins, enfin publics. Il peut y en avoir dans les aéroports notamment, il peut y en avoir, je sais pas dans les écoles aussi, enfin voilà des zones plus protégées. Souvent c'est un peu au milieu des bâtiments ou des choses comme ça, dans les bâtiments publics où les murs sont un peu plus renforcés. Enfin c'est des zones qui sont censées être plus sécurisées et qui permettent de recevoir du monde pour justement en cas d'alerte aux tornades, voilà que les gens puissent se mettre à l'abri quoi. Et c'est toujours un peu, surprenant par exemple quand on arrive à l'aéroport de Denver là dans le Colorado. Donc qui est, dans la partie, ouest, hein, des Grandes Plaines, au pied des Rocheuses, qui fait partie aussi de la Tornado Alley. Lorsqu'on parcourt les couloirs de l'aéroport, on voit ces petits panneaux avec un petit dessin de tornade et indiqué Tornado Shelter, donc l'abri anti-tornade, au sein de l'aéroport. Et là, on se dit: «Ouais, d'accord, bon, on y est, quoi». Donc là, clairement, on se dit: «Bon, ouais, c'est la grosse journée, quoi». Et jusque-là, on a vécu quelques orages, quelques très beaux orages. On a même vu quelques tornades, mais toujours d'un petit peu loin, des tornades de faible intensité. Mais là, on sent quand même qu'on va probablement franchir un degré supplémentaire et qu'il va falloir être, il va falloir être très concentré sur ce qu'on fait. Il va falloir vraiment faire très attention, quoi. Et donc, oui, on a l'estomac un peu noué, mais en même temps, une excitation au plus haut aussi pour cette journée qui se profile. Notre meilleur allié, c'est clair que la voiture, c'est notre maison, quoi. C'est notre maison, c'est notre abri, c'est notre outil qui permet d'approcher, l'orage au plus près. Donc, clairement, oui, c'est notre meilleur allié. Mais pas tout seul, parce que internet aussi, c'est devenu indispensable pour chasser les tornades. Je pense qu'il y aurait pas autant de chasseurs de tornades aujourd'hui s'il y avait pas internet, c'est clair, parce que avec toutes les données qui sont disponibles, les radars, les satellites, les stations météo, enfin tout ça, ça permet quand même de produire une prévision météo qui va être précise et qui va nous permettre d'approcher au plus près les tornades. Donc on a notre petit trépied dans la voiture qui permet de fixer l'ordinateur au tableau de bord de la voiture. Donc c'est une petite cellule 3 ou 4G qui va nous permettre d'avoir internet donc dans la voiture. Et puis, les appareils photo, tout ce qui va avec, les cartes mémoire, les disques durs. On mange un peu, souvent dans la voiture. Enfin, on fait un peu du camping aussi finalement pendant ces 4 semaines-là. Et donc on prend la route depuis, Kingfisher, donc qui est tout près d'Oklahoma City, là, dans le centre de l'Oklahoma. Et on prend donc la route pour Enid. Donc tout de suite, on part sur les premières cellules orageuses, hein, qui se sont formées un petit peu à l'ouest. Et on voit clairement que tout de suite, le potentiel de la journée s'exprime tout de suite face à nous. On a déjà un orage qui est bien formé, bien structuré. D'habitude, ça prend toujours un petit peu de temps. L'orage, il se forme, et puis petit à petit, il structure. Ça prend de longues minutes, voire quelques heures. Là, rapidement, il a déjà commencé à rentrer en rotation. On a ce qu'on appelle le mésocyclone qui s'est formé, donc cette colonne rotative là, là où les ascendants de l'orage qui vient nourrir l'orage se forment. Donc la colonne rotative, elle est déjà bien en place, donc le mésocyclone est déjà bien dessiné. Et on choisit de se repositionner un petit peu plus à l'est pour suivre cette cellule orageuse.
Et en fait, rapidement, il y a un incident technique qu'on n'avait pas du tout, vu venir. C'est que, on perd la connexion internet. Et là, clairement, on devient un petit peu aveugle. Alors on a toujours nos yeux pour voir ce qui se passe, mais, ces orages sont tellement immenses, la région est tellement immense, les enjeux sont tellement énormes aussi, hein, sur cette journée que pas le choix, on se replie quoi. On choisit de se replier pour, plus à l'est, les orages se propageant d'ouest en est, donc on décide de prendre un peu les devants. Mais, on peut pas se passer de la connexion internet quoi. C'est notre, c'est notre 4e passager quoi. Enfin clairement on peut pas s'en passer. Mince quoi, on peut pas rater cette journée-là quoi, c'est pas possible, ça fait déjà plusieurs jours qu'on attend cette journée avec, impatience et là, c'est un peu, comme si, tout s'effondrait devant nous. Parce que clairement, on peut pas continuer, de manière sereine sans connexion internet. On se dit: «Non mais c'est pas possible, on va trouver une solution, on va récupérer internet, est-ce que ça vient du matériel? Est-ce que ça vient du réseau qui est plus bon?» Enfin, on se pose, 1000 questions et heureusement, la connexion internet, revient relativement rapidement et nous permet de continuer, la chasse dans de bonnes conditions. Mais on a pris un petit peu de retard quelque part. Enfin, disons qu'on a perdu du temps. On a perdu du temps, donc on se replie un peu plus à l'est, on décide de se repositionner et là, on repère, une cellule orageuse, qui a l'air quand même particulièrement violente sur les données radars. Donc on s'en rend compte en regardant, d'une part les données, ce qu'on appelle les données de réflectivité qui vont nous donner un peu la répartition spatiale des précipitations et ces supercellules en fait elles ont cette caractéristique d'avoir le mésocyclone, cette colonne là aspirante qui tourne sur elle-même et ça va en fait entraîner la cellule donc orageuse en rotation et lui donner une forme très particulière, une forme de crochet qu'on voit très bien justement sur les données radars. Alors qu'on voit très bien lorsque la supercellule est très bien dessinée. Mais là clairement le crochet on le voit, il y a pas de doute quoi. On voit clairement qu'il y a une très forte zone de rotation, donc que le mésocyclone est vraiment très puissant. Pour les EF0, généralement, on a des dégâts qui sont très limités, à peine perceptibles. Des vents qui dépassent même pas les 80 km/h. Donc finalement, c'est des choses qu'on peut rencontrer même nous en France, en dehors d'une tornade, donc rien d'extraordinaire. Et puis petit à petit, à mesure qu'on monte dans l'échelle de Fujita, donc qui va de 0 à 6, F1, là on commence à avoir des dégâts un petit peu plus significatifs, mais on reste encore dans des valeurs que nous on peut rencontrer dans nos tempêtes ici. Et dès qu'on arrive EF2, EF3, là déjà les dégâts sur les habitations commencent à être assez significatifs. Et après, on arrive un peu dans les tornades qui sont vraiment extrêmes. Alors, on considère qu'une tornade est de forte puissance à partir de F3, hein, quand même. Donc déjà, F3, on est sur des tornades quand même qui sont remarquables. Et après, on arrive sur les tornades de F4, F5. F5, donc là, on franchit les 300 km/h. Et là, en fait, c'est même pas imaginable, en fait. Il y a des tornades F5 qui ont produit des dégâts, mais vraiment incroyables. Alors, ça peut être évidemment des fois des poutres en bois plantées dans des murs en béton. J'ai déjà vu, en tout cas pas de mes propres yeux, mais en tout cas entendu parler de tornades qui ont arraché le bitume de la route. Donc, c'est vraiment des tornades de F5 qui transportent des camions, quoi. Et là, quand on a un mésocyclone puissant comme il est à ce moment-là sur le radar, il n'y a aucun autre possible, il y a une tornade dessous. Et certainement une tornade très puissante. Donc on choisit de passer devant cette cellule orageuse. Donc on traverse des zones de pluie intense, on arrive finalement à lui repasser un petit peu devant. On est un petit peu au sud et donc on choisit de l'aborder, de remonter un peu vers le nord pour l'aborder. Donc là, la foudre tombe un peu dans tous les sens. Donc déjà, l'ambiance est quand même assez extraordinaire. Mais quelque part, on s'approche, mais c'est un peu particulier parce que la cellule orageuse est super bien dessinée sur les données radars et tout ça. Mais visuellement, c'est pas sensationnel. En fait, il y a énormément de pluie. Donc on voit, une forme un peu... on voit du gris, des nuances de gris. Juste quelques nuances de gris.
Mais bon, on se dit, là, il y a une tornade, on peut pas louper le coche, quoi. Il faut qu'on s'en approche, quoi. Alors moi, je suis au volant. On se répartit un peu les rôles au cours du séjour, hein. C'est un peu chacun son tour. Il y en a un autre qui est dédié à la navigation, choisir le meilleur réseau routier. Un autre qui va suivre peut-être plus attentivement les données radar, minute par minute, pour aider à s'approcher au plus près, quoi. Et ce jour-là, donc c'est moi qui suis au volant. Christophe qui est juste à côté de moi, qui m'aide à suivre le meilleur réseau routier, qui prend aussi, qui filme, qui saisit un peu tous ces instants. Et Vincent qui est derrière, qui suit lui le radar de manière très attentive, et notamment pour l'approche de cette super cellule. Et donc on s'approche, je me rappelle ces longues minutes où on s'approche, on se retrouve sous une pluie mais battante, quoi, mais vraiment à pas y voir à 50 mètres. Et alors quand on est au volant, c'est un peu particulier parce que clairement là il faut faire confiance à ses copains qui sont à bord, parce que moi je fonce dedans, mais je vois pas forcément où est-ce qu'on va. C'est surtout Vincent qui est derrière, qui a le radar sous les yeux, qui est capable de dire non mais là c'est bon les gars, on est en sécurité, on peut continuer à avancer. Et donc je me souviens cette pluie vraiment battante avec un vent qui souffle très très fort sur le côté, un bruit mais vraiment assourdissant dans la voiture. On a l'impression presque qu'il grêle tellement le vent est fort et que la pluie tape très fort sur les vitres du côté de la voiture. Et puis ce ciel qui est de plus en plus sombre à mesure qu'on s'approche. Et là, d'autres chasseurs qui sont là aussi. Très hésitants, hein. On se gare un petit peu au bord de la route, on attend, il y en a qui sont juste devant nous. On regarde le radar, allez, on se dit bon, on peut encore avancer un tout petit peu. Enfin, il y a vraiment une approche très lente qui se fait. Et clairement, on sait qu'on approche une bête, quoi, un monstre. Il faut prendre toutes nos précautions. Et on voit même des chasseurs qui choisissent de faire demi-tour. Alors est-ce qu'ils font demi-tour? On se pose la question, est-ce qu'ils font demi-tour pour des questions de sécurité parce qu'ils sentent que non mais là c'est pas possible? Est-ce qu'ils font demi-tour parce qu'ils se disent que cet orage il en vaut pas la peine parce qu'il y a trop de pluie, on n'arrive pas à voir, donc ils décident d'aller sous un autre orage? On le sait pas à ce moment-là, mais forcément ça instaure un peu le doute, quoi. Donc il y a vraiment une tension qui est très forte dans la voiture. On est tous aux aguets à regarder ce qui se passe dehors, à essayer d'apercevoir quelque chose. Mais à ce moment-là, on voit rien, quoi. Clairement, on voit rien. Je pense que il y a une forme de compétition qui s'est un peu engagée quand même avec les réseaux sociaux, des choses comme ça, où il y a un peu la course à l'image la plus folle, quoi. Et d'ailleurs, il pourrait y avoir un jour un accident à cause de ça, finalement, hein, peut-être des risques inconsidérés. Alors, on a perdu, en 2013, on a perdu une équipe de chercheurs, hein, trois chercheurs là sur le terrain, qui ont pris des risques. Pourtant, des chercheurs qui étaient très aguerris, hein, même qui étaient reconnus comme étant les plus aguerris et peut-être même presque les plus prudents. Et ils ont fini aussi par se faire prendre par une tornade, quoi. On peut redouter finalement que ça se reproduise avec cette forme d'entraînement qu'il peut y avoir des différents chasseurs, cette stimulation, à vouloir aller toujours plus près, à essayer de faire toujours plus. Mais bon, sauf que la tornade, ça reste un phénomène dangereux et voilà, on peut très bien se faire emporter aussi, comme n'importe qui. Ouais. Et à un moment, on se dit, on voit une masse un peu plus sombre nous passer devant, mais difficile de savoir si c'est la tornade ou pas. Et quand même, le ciel a l'air un peu de s'éclaircir sur le côté. Alors il pleut toujours très fort, hein, le vent est toujours très fort, mais on sent que le ciel est plus lumineux sur le côté de la voiture. Et donc là, on comprend, même en regardant le radar, que la tornade, elle a dû passer sur notre chemin, finalement, en tout cas nous passer devant. Et on se dit on va peut-être pouvoir finalement, en arrivant par derrière, réussir à l'observer, quoi. Donc on continue notre chemin et là on fait à peine quelques centaines de mètres ou kilomètres que là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve avec une ligne électrique en plein milieu de la route. Une ligne électrique, un fil de barbelé, et là on comprend qu'on arrive sur les traces de la tornade, quoi. La tornade est passée par là. Et rapidement, on comprend que tout a été dévasté, quoi. On slalome un petit peu entre les fils électriques, là, avec la voiture, tant bien que mal. Et puis là, on commence à regarder un petit peu, et puis en fait, on voit qu'il y a des bâtiments, des maisons, mais qui sont complètement rasés. Tout est mis à sac, il n'y a plus rien. Et là, clairement, l'ambiance, elle a changé. Il n'y a plus vraiment un mot dans la voiture.
Et là, on se dit, enfin, il y a des sentiments un peu particuliers qui nous parcourent, quoi. On se sent un peu, c'est bête, hein, mais on se sent un peu presque coupable, en fait, dans ces moments-là. On se dit, ah ouais, nous, on suit un phénomène qui nous fascine et tout, et on en est presque des fois à espérer, ouais, une super tornade et tout. Mais là, on est rattrapé un peu par la réalité, quoi. La réalité du phénomène, qui est un phénomène destructeur et qui peut emporter des maisons et des vies, surtout. Et là, on se sent, ouais, c'est un peu particulier, quoi. Il y a à côté, on a l'impression d'avoir une passion un peu malsaine. Alors pourtant, on n'est aucunement responsable de tout ça, mais voilà, il y a ce sentiment un peu particulier qui, quand on est chasseur d'orage ou de tornade, a fortiori, enfin, ce qui nous plaît, c'est la beauté du phénomène, le côté extrême qu'il peut y avoir, mais certainement pas ce côté destructeur. Et voilà, et donc ouais, ça nous affecte un peu quand même. Donc on repart, et là on prend la direction plutôt d'Oklahoma City. Donc, alors c'est un peu particulier parce que chasser dans ces régions-là, lorsqu'on arrive près des villes, c'est un peu délicat, parce qu'on va être confronté à la circulation, le risque d'être pris éventuellement dans des embouteillages. Donc bon, on y va, mais bon, on dit que c'est peut-être pas la meilleure zone de chasse non plus. Et pourtant, il y a encore des cellules orageuses qui sont très virulentes à l'ouest et qui s'approchent, et clairement, le potentiel, il est encore là, quoi. Donc Vincent, avec son expérience, voilà, nous guide un peu dans cette banlieue d'Oklahoma City, notamment à l'est d'Oklahoma City. Et là, donc, moi, je continue au volant, et on traverse des zones de pluie, de la pluie à n'en plus finir, et on se dit, mais, enfin, moi, je me dis au fond de moi, mais où est-ce qu'on va, quoi? Enfin, toujours en gardant un petit peu cette tornade en tête qu'on vient de manquer, mais dont on a vu les dégâts. Enfin, c'est un peu spécial, quoi. Cette deuxième partie de chasse là, où ouais, il y a toujours cette tornade qui nous trotte un peu dans la tête. Et on continue donc vers l'est d'Oklahoma City. On est toujours dans la banlieue. Et là, Vincent, voilà, il est plutôt confiant, lui, sur la suite. Voilà, il nous dit que bon, il y a des cellules orageuses qui progressent, on va sortir bientôt de la pluie. C'est assez prometteur ce qui se profile derrière, avec une super cellule qui approche. Et ouais, il sent que le potentiel est plutôt bon pour les heures ou en tout cas les minutes qui viennent. Et donc on continue, et puis il nous dit quand même de garder un œil un peu. Celui il est derrière, il voit pas tout ce qui se passe autour de lui, hein, il observe comme il peut. Il demande à Christophe de regarder un peu ce qui se passe par la fenêtre, moi aussi, enfin voilà. Et Christophe il dit non mais là les gars, il y a un truc qui est en train de se produire, là il y a un truc qui démarre, là il y a une tornade qui est en train de se former. Juste à quelques centaines de mètres à droite de la voiture, on voit le nuage qui commence à rentrer en rotation de manière très rapide, et puis un petit tuba qui commence à descendre, et clairement, là, il y a une tornade qui est en train de se former tout près de nous. Donc, ni une ni deux, faut appuyer sur le champignon, moi je fonce et tout, et puis il faut se dégager en plus, parce qu'il y a des arbres qui nous gênent dans l'observation, là, juste à droite. On peut pas s'arrêter là où on est, c'est très compliqué de s'arrêter, donc on accélère. Et là, on arrive dans une zone un peu plus dégagée. Et là, ouais, clairement, on voit, il y a déjà une tornade qui est en train de tout dévaster à quelques centaines de mètres de nous. Donc, on sort de la voiture et on essaye d'immortaliser l'événement. Donc, chacun, Christophe et Vincent filment, moi je filme un petit peu, je prends quelques photos. Mais voilà, tout va très vite en fait. Et on se rend compte que la tornade, elle avance très très vite aussi. On est encore un peu en sécurité, quoi, mais on sent que voilà, enfin là, on est déjà dans le feu de l'action. On n'a même pas eu le temps finalement de se poser, que déjà on a une tornade que devant nous. Et là c'est complètement incroyable, quoi. On a une tornade qui est très fine et qui se déchaîne. On voit juste, on est près du sol, on voit juste des branches qui commencent à voler, des arbres même qui commencent à voler, voilà, tout près de nous. Et on se dit, c'est complètement fou, quoi. L'air qui rentre en mouvement de manière aussi rapide et tout. Et puis, on se rend compte que la tornade, elle vient dans notre direction. Faut même pas réfléchir, il faut remonter dans la voiture, il faut reprendre nos distances. Et pendant ce temps-là, Vincent continue à filmer par la fenêtre la tornade qui s'approche. Et enfin voilà, chacun est dans son rôle à ce moment-là. Moi, je suis concentré sur ma route parce que je me dis aussi, mais voilà, moi j'ai mon rôle à jouer.
il faut mettre les copains en sécurité, voilà, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Dans ces situations-là, les limitations de vitesse n'ont plus cours, quoi. Enfin, il faut se mettre en sécurité. Et là, Vincent me dit, bon, c'est bon, on est en sécurité, là les gars, on peut s'arrêter de nouveau. Alors le déplacement des tornades est toujours un peu imprévisible, mais pas vraiment. C'est-à-dire elle va toujours suivre plus ou moins l'orage qui lui a donné naissance. Mais voilà, il y a toujours des incertitudes, toujours ce risque qu'elle dévie un petit peu de sa trajectoire. Et cette tornade-là, elle a l'air un peu particulière parce qu'elle se tortille un peu dans tous les sens. Elle est toute fine, tout allongée. On sent qu'elle peut, d'un moment à un autre, presque sauter par-dessus un bois et puis presque atterrir devant nous. Donc oui, clairement, on n'est pas en sécurité totale à ce moment-là, et on garde un œil très vigilant sur cette tornade. Arrête-toi, elle traverse l'autoroute. Tu peux la filmer. Et là, on sort, et là, c'est complètement fou. La tornade, elle s'est rapprochée, et là, elle s'apprête à traverser l'autoroute sur laquelle on est, quoi, à quelques centaines de mètres de nous. Et en fait, elle traverse l'autoroute, là, exactement où on était juste quelques secondes avant. Et là, c'est fou, quoi. La tornade, elle est immense, pas tant par sa largeur, mais sa longueur. Ça fait ce qu'on appelle une tornade, on appelle ça dans le jargon un peu des chasseurs de tornades, une tornade en forme de trompe d'éléphant. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est une immense tornade, une immense corde qui part depuis le nuage et qui vient s'échouer sur le sol. Et à sa base, mais la vitesse de rotation est complètement incroyable. Quand on voit le tourbillon tourner à une vitesse folle, et donc qui s'apprête à traverser l'autoroute. Et en plus, pour ajouter ça au tableau, le truc incroyable, c'est qu'on a le soleil qui commence à se coucher derrière, une ambiance un peu orangée, c'est vraiment... c'est complètement incroyable. Et donc la tornade finit par traverser l'autoroute, et là il commence à y avoir une pluie de branchages autour de nous, ça tombe dans tous les sens, on commence à avoir des débris aussi qui commencent à tomber, et puis on se sent pas en sécurité, quoi. Et donc là, on se dit, il faut regagner la voiture. Et puis au moment où on regagne la voiture, donc la tornade a fini de traverser l'autoroute, et là, elle percute de plein fouet un camion qui était justement à ce moment-là de l'autre côté, sur l'autre voie en face. Et là, tout vole en éclats. La remorque qui vole en éclats, avec des morceaux qui partent à plusieurs centaines de mètres dans les airs, avec un fracas aussi assez énorme, quoi. Là, on se dit, mais non, mais là, il faut absolument partir de là. Voilà, mais on n'est pas en sécurité, quoi. Et on voit de l'autre côté de la route des gens qui font demi-tour sur l'autoroute. Évidemment, c'est un peu la panique. Tout le monde, voilà, face à cette tornade, personne n'est serein. Et en fait, la tornade se dissipe très vite, une fois qu'elle a traversé l'autoroute. Le phénomène a duré peut-être, 2 minutes, 3 minutes, a parcouru peut-être 2 km, 3 km maximum, mais a été d'une intensité vraiment remarquable. Ou en tout cas, visuellement, clairement, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait une puissance incroyable qui se dégageait de cette tornade. Et au bout du compte, cette tornade, elle a été classée EF2, par le service national météo. C'est une tornade qui est même de puissance assez remarquable. Mais quand on pense que quelques minutes ou quelques heures auparavant, on a échappé, entre guillemets, à une tornade de F5, ou en tout cas on est arrivé sur les dégâts d'une tornade qui a été classée EF5, qui, on le saura plus tard, donc qui a aussi emporté 9 vies. Bien heureusement, le chauffeur du camion s'en est sorti avec juste quelques petites blessures, et je pense surtout une grosse frayeur. Et finalement, cette tornade aura fait quelques dégâts, mais pas de dégâts majeurs sur quelques bâtiments, tout ça, mais rien de bien majeur par rapport à l'autre tornade qu'on avait pu voir auparavant. Alors aux États-Unis, on recense en moyenne, on va dire grossièrement, 1000 à 1200 tornades tous les ans. Donc sur l'ensemble des États-Unis, pour la plupart sont concentrés sur les grandes plaines du centre des États-Unis ou sur le sud-est des États-Unis. Et sur une journée comme celle-là, qui est très particulière, c'est la journée du 24 mai 2011, et je pense que beaucoup d'Américains, et notamment de chasseurs de tornades, s'en souviennent encore, on avait relevé plus de 100 tornades sur cette journée-là.
Et c'est même tout un épisode, en fait. Il y a eu plusieurs jours consécutifs où les tornades se sont enchaînées sur les grandes plaines. Et malheureusement, il y a eu aussi beaucoup de dégâts et de victimes, surtout sur ces journées-là. Le chasseur de tornades, il s'arrête jamais de chasser les tornades. Le chasseur d'orage s'arrête jamais de chasser les orages. Je pense qu'on est toujours en quête de cette image qu'on aimerait faire, cet événement qu'on aimerait voir. Et on se dit, bah finalement, pourquoi pas aujourd'hui? Alors, bah allez, on y va, quoi. On part en chasse et ce sera peut-être aujourd'hui qu'on va le voir, ce phénomène. Donc ouais, il y a toujours un peu ça au fond de nous et cet espoir, finalement, au fond de nous, quoi. Donc, bah, on n'est jamais rassasié, on en veut toujours plus. Et au bout du compte, bah, on continue la chasse, quoi. On se dit, bah, pourquoi pas une autre tornade finalement. Et puis, c'est au-delà de l'image, c'est aussi des sensations en fait. C'est des choses qu'on peut pas toujours retranscrire par l'image. C'est cette communion un peu avec la nature, parce que voilà, ça reste la nature, cette communion avec les éléments. Enfin, voir l'atmosphère se mettre en mouvement comme on le voit pendant un orage, c'est purement extraordinaire. Et en plus, chaque orage est différent. En fait, on ne se contente pas des tornades. En fait, on a des orages qui sont vraiment très puissants, dans des ambiances vraiment extraordinaires, au coucher du soleil. Moi, je pense à ces orages dans les déserts un peu de l'Ouest américain, enfin dans les plaines, hein, mais au pied des Rocheuses, là, des déserts, des zones très arides avec souvent beaucoup de poussière et tout. Et cette poussière, en fait, le soir, quand le vent soulève cette poussière et que le soleil descend, va donner des couleurs complètement incroyables avec des rouges et oranges très vifs qui vont mettre en relief tous les nuages, leurs formes, enfin on peut avoir des arcs-en-ciel, enfin des éclairs qui viennent se mettre dans tout ça, enfin des ambiances purement incroyables, quoi. Et c'est un peu tout ça qu'on est venu chercher aussi, quoi. C'est un peu toute cette beauté du ciel qui est capable de fournir des moments incroyables, quoi. Vraiment de pure féerie. Au-delà de la violence que peuvent susciter les tornades, voilà, il y a aussi toute la beauté derrière des orages, et même une tornade peut être belle en plus d'être impressionnante, quoi. Donc c'est infini. Je pense que c'est infini. On trouvera toujours quelque chose, on trouvera toujours une satisfaction dans l'orage Alors on trouvera aussi beaucoup de frustration, hein. Souvent c'est beaucoup de chasse pour pas grand chose, hein. Et notamment lorsqu'on chasse les orages en France, bah voilà, hein, c'est des orages qui sont un peu sournois, un peu capricieux, qui donnent pas toujours ce qu'on aimerait, mais voilà, on sait que arrivera peut-être le jour où on va réussir à voir ce qu'on voulait voir, à faire l'image qu'on voulait capter, et puis voilà, mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter de chasser. Les Baladeurs, une série audio Les Others. Vous venez d'écouter un épisode co-réalisé par Thomas Fir et Clément Saccard, avec la musique originale de Nicolas de Ferrand et le mixage de Laurie Galigani. Un grand merci à Tony Le Bastard pour sa participation et à Christophe Asselin pour les extraits sonores enregistrés pendant le voyage. En attendant de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast et à parler autour de vous du retour des baladeurs. À bientôt.